Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les 2 camarades. Masque Ouais, Packer. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans d'intersaison et aujourd'hui, on part du côté du nord-ouest du pays et on va à Seattle pour aller parler des Seahawks et je suis accompagné par Clément. Salut Clément, comment tu vas? Salut Alex, salut tout le monde, tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, ouais, top. Écoute, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui, ils auraient peut-être raté l'année dernière l'épisode qu'on avait fait ensemble, ils te connaissent peut-être pas. Qui Ouais, es-tu? bah, parfait. Bah, alors, Clément, je suis, du coup, je gère le compte, Seahawks France depuis un petit moment. J'écris aussi un petit peu pour t'aider à actu des articles stats, et voilà à peu près tout ce que je fais un peu dans la communauté NFL FR. C'est ça et Seahawks France du coup, cool. On t'a vu l'année dernière, l'épisode était cool. On Yes, refait un très épisode bon cette souvenir année. aussi. Bah, ça fait plaisir à entendre et on va pouvoir parler aujourd'hui, bah, comme l'année dernière on avait parlé de 2024, cette année on va parler de 2025 et leur intersaison. Il s'est passé des choses, beaucoup de changements, on aura Ouais, l'occasion d'en parler et avant ça, n'hésitez pas du coup à vous abonner, que ce soit à Clément Seahawks France, sur Twitter ou à nous le front office à peu près partout. Rejoignez le Discord, venez parler avec nous. Tous les liens sont en description de l'épisode. Donc, venez parler Seahawks, avec nous et ce sera bien pour voir ce qui a été fait sur cette intersaison. Comme chaque épisode, on va faire un petit retour sur la saison 2024 avant de passer sur, les besoins, la free agency, la draft et on se projette sur la saison 2025. Clément, cette année, vous aviez, on avait fait un power ranking en début de saison. ouais, On vous avait mis en 15e pick. Au final, vous avez fini pick 18, donc plutôt juste. sensiblement, ce qui était attendu. Vous avez fait 17 par contre, je pense que ça, on l'avait pas vu venir nous de notre côté. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette saison en tant que fan des Seahawks? Sachant que c'est un 17 où tu te dis: «Bah, c'est cool» et tu as l'impression qu'il y a eu un petit rebuild derrière, donc c'est peut-être que c'était pas si cool que ça. Ouais, ouais, ouais. Alors 1re saison particulière, difficile dans l'analyse puisque c'est un changement d'air, hein, pour nous, la première saison de Mike Macdonald, chez les Seahawks. Comment j'ai vécu cette saison? Alors moi, j'avais des attentes, mais première année, en fait, tu loupes les playoffs, ça me dérange pas. Sur le papier, on m'aurait dit: Tu finis à 17, tu loupes les playoffs de pas loin, ça me dérange pas». Après la saison, elle a été assez particulière on a commencé sur les chapeaux de roue avec 3 victoires, après face à des équipes très moyennes. Après, juste après, l'équipe s'est réécroulée. Il y a eu un gros rebuild interne, qui a été fait, notamment au poste de linebacker. Beaucoup de changements qui ont été faits aussi dans l'organisation de la défense. Là, on a un peu sauvé la saison, juste derrière, avec notamment une victoire contre les 49ers en retour de bye week et 2 victoires contre les Cardinals qui ont tout relancé et un dernier mois de décembre un peu chaotique, qui nous fait finalement un peu louper les playoffs. Donc vraiment une saison un peu en montagne russe, mais qui est on va dire sur le global et sur ce qui a été construit, notamment en défense et j'ai trouvé moi personnellement, très, très encourageante. C'est déjà ça, c'est vrai que quand tu sors de combien ça faisait combien d'années? 2005, Pete Carroll, tu as dit? 2010 il 2010, arrive, ouais. ça paraissait plus long, Ouais, mais ouais, tu te retrouves avec, du coup, qui était avant aux Ravens et ouais, ouais, tu es sur quelque chose qui globalement 17 alors que dans les dernières semaines, tu avais plus trop rien à jouer, tu continues de jouer, ouais, c'est plutôt pas mal. On pose la question en général du, match représentatif sur la saison, donc est-ce que tu as un match qui représente la saison pour toi? ouais. De Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est le Seahawks Vikings de semaine 16, il me semble, qui pour moi résume assez bien la saison. C'est un match qui est en fait, tu le gagnes, tu vas en playoff. Après tu joues une des équipes les plus chaudes de la NFC à ce moment-là. Tu fais jeu égal, hein, sur une certaine partie du match. La défense qui est bonne te lâche au moment où elle doit pas. L'attaque te lâche, aussi au moment où elle doit pas. Donc en fait, c'est à 2 doigts toujours cette saison d'être une bonne équipe, mais la marche est toujours encore un peu haute. Donc, ce sentiment de pas forcément d'inachevé, mais de on n'y est pas encore. Et donc pour moi, ce match, il est vraiment représentatif de cette saison. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, on a eu un peu de tout. On a eu de l'espoir et à la fin, on rate les playoffs là-dessus. sur un planning qui était pas le plus simple en plus, j'imagine, cette année? C'est-à-dire? Votre parce que tu parles du coup des Vikings qui ont fait quand même Ouais, un gros, c'est marrant au final parce que vous avez mmh, récupéré leur QB, on aura le temps d'en oui, parler après, mais ouais, ouais, c'est,
En vrai, 17, tu bien et officiellement, c'était le planning qui était plus simple que celui des Rams et c'est pour ça que vous faites pas les playoffs? C'est ça, oui, oui, c'est ça avec, après dans tous les cas, bon ça aurait pu être une finale contre les Rams et là, tu es pas non plus sûr de la gagner, en Non. dernière semaine. C'est un 17 c'est un 17 mais parce que tu affrontes aussi cette équipe des Rams qui a plus rien à jouer à la fin, heu, Eux, ils avaient une place de ils pouvaient ren je crois monter un cran plus haut ou rester troisième. Au final, ils jouent quatrième et ils perdent contre les Vikings derrière donc s'ils avaient joué le match, ce serait peut-être joué différemment la suite de la saison pour eux. ouais, Mais très clairement. ouais, c'est vrai que là, vous enfin, quand tu regardes le planning, vous avez quand même joué des belles équipes et des belles équipes Qatar, hein. C'est, Ouais. globalement plus des belles équipes, j'ai Bon, l'impression. bah, c'est à cette fin de saison où en fait tu affrontes à la suite, les Packers et les Vikings, sur lesquels tu joues tes playoffs, tu sais que tu vas devoir gagner un des 2. Malheureusement, ça le fait pas et quand je parlais de la marche est encore trop haute, en fait, tu regardes cette saison notamment, les Bills, et les Packers on se fait complètement allumer dans ces matchs-là, donc la marche est encore, on n'y est pas encore. Tu prends Elle 30-13 contre les Packers, tu prends Ouais, 31-10 contre les Bills et après tu as aussi, comment dire? Tu as aussi eu des matchs où, bah, tu fumes les équipes, hein. mmh, Moi, je me rappelle du match contre les Dolphins où on se fait, ouvrir complètement. ouais. Quand je regarde après, il y a les 2 matchs contre les Cardinals où tu fais des beaux matchs. Ouais, très beau Mmh. match. C'est pour moi le meilleur moment de la saison, hein. Il y a un vrai dynamisme en retour de bye week, qui se crée. On sent que les pièces du puzzle on commence à voir à quoi peut ressembler une équipe de Mike McDonald en tant que head coach Et et du coup, ap tu vas-y, ouais. pardon. Non, non, vas-y, Ah non vas-y. et en match, et après il y a un autre match par contre qui a beaucoup été parlé, dans la communauté Seahawks, c'est la défaite contre les Giants, qui coûte très, très cher à la fin de la saison, qui est vraiment une erreur de parcours, en début de saison et celle-là, à la fin, elle se paye au centuple. Ouais, c'est ça, hein, parce que quand tu regardes après sur le reste des matchs que tu perds, à part ce match-là, le reste, c'est tu perds un match contre les Niners avant qu'on sache ce que c'est vraiment les Niners. Ouais, Les Packers, OK et après le reste, il y a pas de match, on va dire que tu dois 100 gagner. C'est vrai que les ouais. Giants, ça fait un peu mal, hein et puis il y a cette bouillie de football contre les Bears aussi. Ah oui, oh là, la catastrophe, le soir de Noël. C'est ouais. Mais finalement la saison, elle est d'une certaine logique presque étonnante pour les Seahawks parce qu'en fait, tu perds contre les équipes meilleures, tu gagnes contre les moins bonnes. Juste, tu as cette accroche contre les Giants, mais sinon, en fait, la logique est assez respectée dans tous les matchs, hein. Ouais, c'était comme, il y avait quelques années, c'était un peu les Eagles qui étaient comme ça, avant qu'ils fassent leur step up. Ils gagnaient les Ouais, matchs qu'ils devaient gagner, ils perdaient les matchs qu'ils devaient perdre et quand ils ont enfin réussi à gagner des matchs qu'ils étaient pas sûrs de gagner, c'est là où tu es allé vraiment plus haut ouais, et bah, écoute, hein, c'est ce qu'on espère pour vous aussi de votre côté. ouais, mais avec, ouais et après c'est ça qui est compliqué sur l'analyse aujourd'hui de la saison 2024, c'est qu'avec les changements qu'il y a eu entre les 2, l'analyse est un peu tronquée sur 2024. C'est vrai, ça te permet d'avoir une base de comment coach McDonald Ouais, et après peut-être du coup qu'il fait aussi les «achats dont il a besoin» entre guillemets et les ajustements assez gros dont il a besoin avant la saison prochaine. mmh, Toi, qu'est-ce que tu voyais comme besoin avant d'attaquer cette free agency? Sachant qu'on parle d'une free agency où tu as encore Geno Smith au début, ouais. qui a été tradé ensuite. Est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu voyais comme besoin? Est-ce que je vais commencer par ça. Est-ce que déjà le trade de Geno Smith, c'était quelque chose que tu pas espérais, mais que tu te disais: «Ce serait bien que ça arrive à un moment pour récupérer quelque chose» ou: «J'en ai besoin, je le garde au max»? Attends, parce que attends, je voulais juste finir avec un truc sur la Ouais, saison, pardon, excuse-moi. pardon. Non, mais c'est moi qui ai oublié. Non et juste sur les choses très encourageantes, de la saison et de Mike McDonald, de ce qu'on a vu, c'est la capacité d'action et de réaction, quand il y a un problème. Quelque chose qui manquait cruellement à Pete Carroll, surtout sur sa fin de son parcours aux Seahawks, à vouloir garder des joueurs mauvais, à vouloir garder des coachs mauvais, le plus longtemps possible, pas par fidélité, hein, et ce qui a fait sa force dans son coaching. Avec Mike McDonald, il y a pas du tout eu ça cette année. Je pense notamment au fait que quand Baker et Dodson, en middle linebacker, ça le faisait pas, il a pas hésité à les trader en milieu de saison. On va chercher Ernest Jones qui est le tournant de notre défense, pour la suite, avec Tyrese Knight qui explose aussi au milieu du terrain. Et finalement, à la fin de la saison, on arrive aussi avec, Ryan Grubb, notre coordinateur offensif, qui était beaucoup trop passe à pic, qui a pas réussi du tout à faire la transition NCAA-NFL. Et ben, on se dit: «Peut-être qu'on lui laisse une autre saison ou pas» et ben, il y a non, il l'a mis de côté et il va chercher un coordinateur offensif plus expérimenté et ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé après
quelques années d'immobilisme, en fait, d'une certaine manière avec Pete Carroll. Cette capacité à réagir très rapidement, hein, du staff de Mike McDonald et pour moi a été une vraie force, cette saison. C'est ça. Vous avez récupéré du coup Clint Kubiak pour Ouais, être, comment dire? Offensive, coordinator. Je me confonds toujours mes Kubiak. Alors je vais aller voir, lui d'où il vient. fils et il a notamment coaché un peu d'Arnold aux 49ers, quand il était, C'est vrai. alors pas coordinateur offensif, je sais plus, avec Steve Passing game. Shannon, passing game, voilà. Ah OK, je vois. Il a fait un peu les Vikings, il a été offensive coordinator aux Vikings, offensive coordinator aux Saints, là il arrive chez vous. C'est Ouais, tu as de l'expérience de choses qui ont pas toujours marché, mais ouais. ça pourquoi pas? On sait pas, ouais, on n'est pas sur un recrutement, révolutionnaire, on sait que c'est quelque chose qui peut marcher avec un QB qui connaît. Je pense que dans l'esprit de McDonald, de toute façon, cette saison est d'avoir une défense, top 3 et d'avoir une attaque ne serait-ce que, moyenne, pour aller chercher les playoffs. C'est ça. On en parlait lors de l'épisode précédent où on parlait des Steelers, qui étaient, Mmh. bah, un peu ça, avec du manque de règles, enfin, tout le temps avec le même type de début de match où tu cours, on vous invite à écouter l'épisode, mais tu fais 2 yards avec Najee Harris et tu fais un peu que ça et ta défense, elle pète un câble parce que l'attaque ne fait rien. C'est vrai que là, bah, du coup, c'est bien si ton attaque est moyenne au moins Mmh. et que ta défense est top. Faut au moins ça pour pas que ta défense lâche, complètement. Exactement, ouais. Du coup, je reviens à ma petite question sur Geno Smith. Est-ce que tu es Ouais. content du trade ou pas? Pas du tout, mais pas du tout, mais enfin maintenant je m'y suis fait Est-ce et que tu es pas content du trade parce que le remplacement n'est pas ce que tu voulais? Ou est-ce que tu es pas content du trade parce que tu perds Geno Smith? Ou les 2? Les 2. Je pense que Geno Smith est un meilleur quarterback que Sam Darnold aujourd'hui, même si je peux comprendre l'atout jeunesse, de Sam Darnold sur une re-signature, potentielle. Mais non, après il y a beaucoup de débats dans la communauté Seahawks. Moi je pense que Geno Smith est un bon quarterback, qui joue, qui frôle parfois le très bon, parfois le plus mauvais, mais que c'est un quarterback qui était un leader et qui sait jouer sous pression. Et qui, dans tous les cas, avec un peu plus de structure et notamment avec les investissements qu'on a pu faire, sur la ligne offensive, les Mmh. quelques petits investissements, aurait est un quarterback qui peut t'amener et te faire gagner en playoff. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que quand on pense aux Seahawks l'année dernière d'un point de vue, extérieur, on pense au snap raté où, Oui, d'un coup tu pars et tu fais des: «Ah bah tiens, Geno Smith il a été saqué pour 23 yards, qu'est-ce qui mmh, s'est passé?» C'est sûr si tu regardes pas le match, tu dis: «Bah le mec il a dû courir dans tous les sens et il s'est fait slacker à un moment». En fait non, il démarrait limite de 30 et il a avancé de 7 yards en plus donc ouais, je sais pas si Grezabel, on aura le temps de parler de la draft, mais je sais mmh. pas si lui, il va jouer plus centre ou s'il reste garde. Mais, A priori, ce sera plutôt garde, mais OK. Bon, de toute manière, quoi qu'il arrive, hein, tout ce qui peut aider, les Seahawks cette oui, année, je pense, vous prenez avec grand plaisir. oui, oui, avec grand plaisir. Donc Hem, donc ouais, sur vas-y, je te laisse Smith, continuer ouais, sur sur Geno. Smith, j'ai j'étais pas satisfait de ce trade-là. Moi, j'aime beaucoup le joueur et surtout, j'aime beaucoup le leader qu'il est sur le terrain et dans cette équipe. Après, si une fois qu'on analyse toute cette off-season, je peux comprendre qu'il y a eu des accroches, pas vraiment des accroches avec McDonald, mais McDonald voulait sans doute, mettre son identité dans l'équipe. Geno Smith s'est pas senti respecté par le contrat qui lui a été proposé. Notamment, je pense qu'il avait très envie de jouer avec, rejouer avec Pete Carroll. Donc quand on analyse tout ça, en fait, est-ce qu'il y avait une bonne solution? Est-ce que c'était possible même de le garder sans braquer la banque et du coup le surpayer par rapport à ce qu'il valait? Et plus derrière, on prend Darnold, on draft un jeune quarterback. Je comprends aussi le process, derrière tout ça. C'est vrai et puis en plus Darnold, ça a l'air d'être un contrat assez, team friendly, comme on dit, Oui, oui, j'avais qui, très peur qu'on aille recruter un Darnold, très, très cher, alors qu'on aurait pu aussi payer Gino très, très cher pour, la même qualité, voire, de jeu, voire un peu plus avec Gino. c'est ça, puisque du coup, on part sur un contrat de 3 ans, mais où il y a aucun salaire garanti sur les 2 années suivantes. Donc Ouais. c'est un contrat qui, si ça se passe bien, vous le gardez 3 ans, si ça se passe mal, vous le gardez une année et vous passez à autre chose. Je m'attendais à plus, je t'avoue quand j'avais vu le salaire que ça pouvait être, Mmh. Non, c'est un pourquoi très pas? bon contrat pour ce type pour ce type de quarterback. Notamment, en fait, ce qui a un peu aidé, c'est bon, alors il fait une saison où il explose, mais il a sa fin de saison où il s'écroule un peu. Pas que 100 sa responsabilité, mais il s'écroule quand même notamment dans les matchs en jeu, avec et il a du mal à gérer la pression du pass rush, sur ces matchs-là. On fait quand même un peu chuter sa cote, de quarterback, on va dire, pour aller chercher un nouveau contrat dans une autre équipe en tant que titulaire. C'est vrai.
C'est vrai. Bah, écoute, on va pouvoir se projeter tranquillement vers la free agency et regarder le reste. Vous aviez 68 millions de cap disponibles au 10 mars, donc avant le début de la free agency. On va lister les 4 recrues les plus chères. Donc il y a Sam Darnold évidemment. Quarterback, vous avez récupéré aussi Cooper Kupp. Ouais, C'est un trade ou une signature? Je sais jamais c'est si une c'est une signature, signature. Ouais. DeMarcus Lawrence, le defensive end, et mmh, Marquez Valdes-Scantling, le receveur. ouais. Il y a d'autres recrues dont tu peux parler avec, n'hésite surtout pas. Mais, déjà toi, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu aimes de cette free agency pour l'instant? Heu, Bah, alors elle a commencé d'être free agency, bah, c'est tout l'ascenseur émotionnel de la off-season. Mais nous, on a perdu, Geno Smith, DK Metcalf et Tyler Lockett, je pense, dans un 3 jours d'écart. Mmh. Donc en fait, on se retrouve d'un coup complètement nu par rapport à l'attaque, à des joueurs emblématiques de l'attaque des Seahawks depuis quelques années. Donc c'était comment remplacer ces joueurs-là. Tyler Lockett, c'était à peu près, anticipé, hein. On savait plus ou moins que c'était sa dernière saison Ton salaire avec. était pas garanti, il coûtait cher, ça faisait beaucoup, ouais. Exactement, avec l'émergence de Smith et Djiba, il était repassé 3e dans le chart des receveurs. Donc on s'y attendait. Metcalf, du coup, a été gros coup de tonnerre, Gino aussi, surtout que Kubiak avait dit qu'il venait pour jouer notamment, avec Gino. Après, si j'analyse les réponses qui ont été apportées à ces vides-là par la free agency, j'en suis plutôt satisfait, parce que Kupp, même vieillissant, on l'a sur un contrat qui est à peu près équivalent à celui de Lockett, voire un peu moins au dernier qu'il avait signé. À voir s'il en a encore sous le capot, mais dans tous les cas, on remplace aussi au-delà de remplacer que le joueur de l'impact sportif, on remplace aussi le côté vétéran, par un joueur qui est respecté dans la ligue, et qui peut encadrer les jeunes. Donc ça, là-dessus, je suis content. MVS, je vais pas te mentir, ça me fait pas rêver. Heu, Étonnant. mais faut dépanner, ça reste un joueur qui peut être titulaire, sur le terrain. Et après, Darnold, bah, comme on vient d'en parler, moi je considère un peu que c'est un peu moins bon que Smith. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on analyse la perte du trio d'attaque des Seahawks et par quoi on l'a remplacé, on perd un peu en qualité. On perd aujourd'hui un peu en qualité. Hem, Faut regarder aussi ce que tu as récupéré en échange, notamment pour DK Metcalf, parce que tu as oui, aussi récupéré, alors attends, tu l'as tradé aux Steelers, donc c'est le 50 que tu as récupéré, donc tu as ouais, récupéré un tight end en plus, donc tu as oui. récupéré une arme en plus, Là, je parle, ouais, je parle ouais. que Ouais, free bien sûr. agency. En que free agency, les réponses sont, je pense qu'avec ce qu'il y avait sur le marché, c'est correct ce qu'on allait chercher. Après, c'est vrai qu'on baisse un tout petit peu en gamme là-dessus. Mais comme tu le dis, oui, oui, en effet, par contre, à la draft, on va drafter sur 11 joueurs, on en draft 10 offensifs. Ouais. Heu, On aura le temps de parler de ça après ouais, effectivement, mais c'est vrai que ouais, non, je regardais juste par rapport à la parce qu'autant, effectivement, Gino, on aura le temps on pourra en parler mmh, aussi parce qu'il y a eu un autre remplacement à ce niveau-là. Metcalf, tu l'as tradé pour c'est quoi? C'est un deuxième seulement, il me semble? Heu, c'est une bonne question. je mais je crois en tout cas qu'il y avait un deuxième que tu récupères pour un joueur offensif encore une fois, donc c'est pas si mal. Ouais, c'est ça, Heu, 2e tour, ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as aimées dans cette free agency? Est-ce qu'il y a des Oui, oui, ouais, parce qu'on n'a pas reparlé re-signature. Mais non, la signature la plus importante de cette intersaison, c'est Ernest Jones, au poste de middle linebacker, qui est globalement, le quarterback de notre défense, qui est le joueur, je pense, le plus important, de la saison dernière, chez nous, avec Leonard Williams, bien sûr. Mais son arrivée a été un vrai tournant, notamment parce que le système de McDonald reste un système assez complexe, pour les joueurs. Et avoir un middle linebacker intelligent capable de communiquer les consignes, de la bonne manière, c'est aussi, en plus d'être bon dans le jeu, c'est vital. Et son arrivée a été vraiment, ça a été un vrai changement sur la passe, on s'en sortait, mais sur la manière de conjuguer la défense à la course et la défense à la passe, notamment sur les play action, on était vraiment très, très, très friable à cause de ça. Son arrivée vraiment a été, enfin, c'est un des meilleurs moves, en saison que depuis que je suis les Seahawks. parce que du coup, vous aviez envoyé qui, pour Ernest Jones? Vous aviez envoyé tu t'en as parlé tout à l'heure, On a heu, ah non, on s'est séparés de, Dodson, et Baker. c'est pas Baker justement? Parce qu'il venait des Titans, Ernest Jones, c'est ça? Ou je Ouais, confonds? ils venaient des Titans. Oui, oui, ils venaient des Titans et j'ai un trou. Et alors, est-ce qu'on fait un trade temps pour temps? Je sais plus. Heu, Tu trades, ouais, en fait, tu trades, Ernest Jones pour, Jerome Baker et un quatrième tour.
Voilà, c'est ça, ouais, qui est globalement un braquage pour le niveau Ah de ouais. Ernest Jones. Après, parce qu'il y avait notamment le fait qu'il fallait le re-signer, ce qui fait toujours un peu baisser la valeur des picks. Mais non, mais ça, c'est un move qui a été incroyable, pour notre saison, parce que ça paraissait mal barré puisqu'en fait, on avait Mike McDonald se débarrasse de Jordan Brooks, l'année dernière là, pour le coup, c'est un choix que je n'ai pas compris et que je ne comprends toujours pas. Pour finalement prendre un linebacker, des Dolphins, après l'avoir envoyé aux Dolphins. Ouais, c'était bien. Heu, J'ai bien aimé ça doit être un des seuls moves positifs des Dolphins, ouais, de cette intersaison donc et finalement, on se débarrasse des 2 middle linebackers qu'on a qui sont pas au niveau, on s'en débarrasse au milieu de la saison et pour faire venir Ernest Jones, et en fait, très, très grosse surprise et très bon coaching gagnant. ouais. Non, non, Ernest Jones, top et en re-signature, vous avez aussi re-signé, Uchenna Nwosu. Tu en es content aussi? Il a pas beaucoup joué l'année dernière. Attends, est-ce que j'ai un trou? On l'a re-signé pour combien? Alors moi, de ce que je vois, ça met, 10 000 000 par an. Je vais aller chercher le contrat. Parce que j'avais Jaran Reed en tête aussi en re-signature. Je vais aller, heu, je vais aller regarder ça. En tout cas, c'est ce que disait, mmh, peut-être pas. Je vais ah oui, ils ont retravaillé le contrat. C'est Donc ça, 2 ans et 20 millions. Et il était déjà sous contrat pour les 2 prochaines années, mais ils ont juste rechangé le contrat. OK, Mes ouais, excuses. pas de souci. Et du coup, tu avais un autre dont tu voulais parler? Jaran Reed aussi qui a été re-signé, qui a fait une très bonne saison, qui commence à être dans un peu l'âge d'or des defensive tackles, hein, en termes de maturité, c'est un poste, on sait qui évolue plutôt positivement, en tout cas chez les joueurs un peu intelligents avec l'âge, qui a fait une très bonne saison. Je pense qu'il s'éclate pas mal à Seattle et je suis content qu'on cimente encore ce cœur de la ligne, avec et qui commence à avoir quand même une sacrée rotation, sur le papier. Ouais, ça a l'air, hein. Et puis, vous en avez aussi récupéré un à la draft encore une fois, donc Ouais. c'est pas mal, hein. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées dans cette free agency? Parce qu'il y a eu beaucoup moi, quand j'avais regardé, j'ai vu beaucoup de départs ou Ouais. alors des arrivées qui sont moyennes, hein, ça me fait rire, je t'avoue, je te laisserai la main après. Mais si tu m'avais dit il y a 2 ans que votre QB room à la sortie d'une, free agency, ça allait être Sam Darnold, Drew Lock, Ouais. ça aurait été, ouais, Ouais, ça c'est un peu la déprime, ouais. c'est un peu la déprime. Bon, au final, tu as un autre après qui arrive, mais c'est vrai que celle-là, ouh là là, hein, Ouais, 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 elles sont pas très bons. Non, qu'est-ce que j'ai moins aimé sur cette free agency? Bah, forcément les départs de Metcalf et Smith, mais encore une fois, comme je le disais, finalement, est-ce que c'était pas c'était des situations soit gagnant-gagnant, soit perdant-perdant pour les 2 parties, hein. Les 2 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je pense que tout le monde DK avait envie de bouger aussi. Donc en fait, à partir du moment où un joueur qui veut s'en aller, est-ce que tu peux le retenir? compliqué. C'est compliqué, surtout un joueur caractériel comme lui. Donc non, forcément un peu déçu parce on perd au-delà de toutes les analyses qu'on peut faire, dans le football, les stats, les meilleurs joueurs et tout ça, on regarde aussi, le sport pour les émotions et il y a des joueurs qui donnent envie d'aimer des équipes et DK, il a plein de défauts, mais c'est un joueur qui me donne envie de le regarder jouer et pareil pour Lockett, c'est quelqu'un que j'ai adoré pendant une grande partie de ma vie de fan des Seahawks et Smith, c'est aussi un gars où que j'ai fini par adorer puisque c'est vraiment un mec que je ne le voulais pas en tant que quarterback de mon équipe, et finalement, c'est un gars qui a su défier tous les pronostics. Donc c'est vrai que c'est des joueurs auxquels j'étais attaché un peu d'une certaine manière, émotionnellement, qui s'en vont. Donc ça fait toujours, il y a un peu une page qui se tourne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, une petite page qui se tourne. Après, encore une fois, hein, Geno Smith, 35 ans, tu arrives à Oui, t'en sortir, arriver avec un 3e tour et un contrat que tu n'as pas à lui repayer encore une fois et ouais. tu récupères Darnold qui a que 28 ans et qui, si ça se passe bien, pourquoi pas rester un peu plus longtemps encore dans la franchise? Oui, oui, non, non, c'est encore une fois là-dessus, sur le point de vue, moyen long terme, le move il fait du sens. Il fait du sens après la free agency. Hem Si, un move que j'ai pas aimé, le fait qu'on ait laissé partir, Robertson Harris au poste de defensive tackle, qui est aussi arrivé en milieu de saison et qui a fait énormément de bien aussi à la rotation, de la ligne défensive. C'est vraiment un joueur que j'aurais apprécié garder. Après sur le reste, sur les autres gens qu'on a laissés partir, il y a absolument pas de Draymond Jones a été beaucoup trop payé pour son apport sur le terrain, même s'il a fini par éclore un peu en fin de saison, mais rien qui justifiait un nouveau contrat.
Jenkins, c'était un bon safety, mais pareil, avec ce que tu draftes, il devient plus prioritaire. Et après, on a laissé partir sur la ligne offensive les Kenton Leeson et Stone Forsythe. Je leur souhaite bonne route. Mais vraiment, ils ne seront pas pleurés à Seattle, je pense. De manière, un garde qui signe de chez vous et qui part aux Texans, ça a l'air d'être pile poil la bonne trajectoire, hein. Une ligne Ouais, kata vers une autre ligne kata. Donc, ouais, bah, il sera pas perdu. non, non. Puis je vois, ça vaut quoi Pharaoh Brown, le tight end? Ça vaut pas grand-chose ou? Non, ça vaut pas grand-chose. C'est pas, enfin, en tout cas, pas d'apport particulier sur le terrain cette année, alors pourtant il y avait la place, Ouais, dans la Theo Room. Mais non, non, puis il me semble qu'il a quand même deux trois drops un peu sales, dans des moments assez clés. il sera Heu, parfait chez nous. donc Excellent, génial, je suis content. Heu Rien d'autre sur cette free agency? Est-ce que Klint Kubiak content globalement de l'arrivée ou? oui, après, bah, vu le marché, bon, je pense qu'on rêve tous un peu d'avoir le nouveau Kyle Shanahan, Sean McVay en coordinateur offensif, qui débarque. Hem Après, est-ce qu'il faut et c'est un peu toujours la question, est-ce qu'il faut un coordinateur de génie, mais qui partira être coach au bout de 2 saisons ou Ouais, quelqu'un qui peut assurer une certaine stabilité, qui a de l'expérience? C'est pas une signature qui m'a fait rêver, mais ouais, elle est cohérente avec le projet de la franchise. Hem, le fait qu'il ait encore une fois, comme on l'a déjà abordé, le fait qu'il ait travaillé avec Darnold, ça aide aussi, sur la construction de l'équipe. Donc non, j'ai pas c'est pas une signature sur laquelle je pourrais avoir un avis prononcé, j'attends de voir. OK. Bah, écoute, je te propose qu'on passe tranquillement vers la draft. On va pouvoir je vais t'énumérer les choix qui ont Ouais, été faits et après on va pouvoir en parler. Déjà, on a fait une petite série où on notait toutes les drafts pardon, des équipes et pour les Seahawks, Alexandre et PA vous ont mis dans tier B, bonne draft mais. Donc en général, quand c'est ça, c'est, bah, la draft est plutôt correcte, mais il peut manquer un top joueur ou alors il y avait peut-être un besoin qui a pas été comblé ou qui aurait pu être comblé différemment. Donc, je vais te énumérer les picks. Au pick 18, vous avez récupéré Gray Isabelle, le garde de North Dakota State. Au deuxième tour, vous avez pris 2 joueurs, Nick Emmanouori, safety, et Elijah Arroyo, tight end. Troisième tour, vous avez récupéré Jalen Milroe, quarterback d'Alabama. Au cinquième tour, 3 joueurs, Riley Mills, defensive tackle, Tory Horton, receveur, et Robbie Hoots, tight end. Sixième tour, vous avez récupéré Bryce Cabeldew, guard. Et au septième tour, Damien Martinez, running back, Mason Richam, offensive tackle, et Ricky White, the third, wide receiver. Quand je vois Ricky White qui tombe chez vous au septième tour, je comprends pas que PA vous ait pas mis au moins dans le tier A, parce que tout le processus de draft, il nous disait ah, Ricky White, Ricky White, Ricky White, ouais. je le veux aux Patriots, je le veux aux Patriots. Il a signé chez vous. Toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses de cette draft? Je sais que Grayzabel, c'était un. Moi, quand j'avais regardé des mocks, je voyais beaucoup. Ah, ils vont prendre soit Zabel, soit Evan Mori au pick 18. Au final, vous avez pris les deux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette draft? Et bah, alors, je pense que c'est une des drafts que j'ai préférées, en tout cas à l'instant T, hein, de l'analyse Ouais, avant bien sûr. avant la réanalyse des joueurs. C'est une des drafts que j'ai préférées. Je trouve qu'elle est extrêmement cohérente, ce qui me manquait beaucoup, dans les précédentes drafts de John Schneider. Il a pris les joueurs au pic où ils devaient être pris à peu près. Il a laissé tomber des joueurs bons jusqu'à lui, sans se poser trop de questions. Non, non, moi je suis très satisfait. On est sur une draft qui est très, très athlétique. Je crois qu'en score NJS, bah, d'ailleurs, c'est la meilleure de toute la ligue. Hem, Et quand tu dépasses les Packers là-dessus, c'est que vraiment tu es ouais, athlétique. c'est vraiment très athlétique et surtout, j'aime bien le profil des joueurs au-delà de l'aspect athlétique. J'ai l'impression qu'on a pas mal pris de joueurs assez intelligents. Je sais que c'est quelque chose qui tenait la personnalité était vraiment quelque chose de très important chez Pete Carroll et on sent il y a encore forcément pour John Schneider et là sur le binôme Schneider-McDonald, on retrouve aussi cet esprit-là et donc je suis sur le papier en tout cas, j'aime ce qu'on a pris. Cool. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu aimes beaucoup? Ouh là, en fait, plusieurs, surtout Ouais, moi c'est vas-y, hein. les 4 premiers picks en fait, Gray Isabelle. Quel bonheur de juste prendre, un des meilleurs gardes de la draft, pas se poser de questions. On a un premier tour, peut-être qu'on reach un peu, je sais pas, j'en sais rien, mais juste on a un besoin sur cette putain de ligne depuis maintenant 15 ans, hem et faire enfin un peu un move dans cette direction. On avait eu Charles Cross, c'est vrai, ouais, mais faire un move dans cette direction, moi je prends, mais tous les jours, sans aucune question. On peut me dire reach, pas reach, j'en sais rien, je m'en fous. Prenez juste un bon garde, ça fait des années qu'on en a besoin. Hem,
comme je le disais là, je disais sur Twitter aujourd'hui et j'en parlais, les Seahawks, depuis que Schneider est là, on a re-signé qu'un seul joueur de ligne offensive à un contrat de plusieurs années. Donc, la ligne offensive est vraiment quelque chose sur lequel on n'a aucun investissement. Schneider a dit très clairement qu'il trouvait que les gardes étaient surpayés, il y a quelques années. Maintenant, il met enfin un peu de ressources là-dedans et ça, il y a rien que indépendamment de ce que je peux penser de Grace Abel ou pas, que je connais pas particulièrement, je suis juste satisfait de ce choix-là. Dans les autres choix que j'apprécie énormément, bah, en fait, Nick Emmanwori, moi le fait d'aller prendre un safety capable de jouer dans la boîte, dans une équipe qui a vu voir Cam Chancellor, je peux que être fan. Dans un système comme McDonald's qui demande aujourd'hui aux joueurs d'être très polyvalents sur tous les postes, je pense que c'est un des fits, un des meilleurs fits qu'on pouvait avoir. Bien sûr, à l'état de projet, hein, c'est encore un joueur très physique, qui doit polir un peu son jeu, mais c'est particulièrement intéressant dans le cadre de cette équipe. Un joueur pour lequel vous avez trade up, parce que Oui, vous l'avez récupéré au pick 35 et vous avez envoyé les picks 52 et 82. Donc, ouais, il y a eu une vraie volonté de trade up pour lui et d'aller le chercher, un joueur qui était considéré par beaucoup comme un des meilleurs safety de la QV. ouais. Aucune surprise pour moi puisque je pense que Mike McDonald est à la recherche de son Kyle Hamilton, qui était un des joueurs les plus importants de son système. Mmh. Il a besoin dans ce jeu-là et c'est assez marrant puisque c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi un peu dans les systèmes de Pete Carroll, mais il y a un besoin absolu d'avoir un safety polyvalent, pour des raisons différentes dans ces 2 systèmes. Mais alors dans celui de McDonald pour pouvoir à la fois, camoufler l'ensemble de ses couvertures, en pré-snap et assurer toutes les responsabilités différentes que demande son match pattern, son schéma en match pattern. Il avait absolument besoin d'un safety comme ça et je suis content qu'il aille le chercher et qu'il dépense des ressources pour aller prendre, le joueur dont il a besoin. Yes. Et je finis sur le top 4 que j'aime beaucoup. Arroyo, parfait aussi pour moi puisqu'on manquait de tight end. Noah Fant est vraiment pas du tout une assurance tout risque et est beaucoup trop payé. On a eu, l'émergence de A.J. Bernard, qui fait une bonne saison, mais qui assure pas une théorème à lui tout seul. Donc avoir une cible en plus, notamment quand on perd beaucoup de receveurs cette saison, même si c'est un tight end, c'est pour moi quelque chose de très positif, sur cette équipe. Et le dernier que j'ai adoré, c'est Jalen Milroe et qui rend pour moi cette draft parfaite et cette intersaison. Sans Jalen Milroe, je pense que j'ai pas le même regard aujourd'hui sur le trade, Smith-Darnold. Sur en tout cas, enfin le trade, On se comprend. l'échange, Ouais. presque poste pour poste. Parce qu'en fait, on prend un quarterback donc, avec Darnold qui est jeune encore, qui peut évoluer, mais qui peut plafonner à un niveau moyen et on a un projet, d'un quarterback très athlétique, de ce qu'on a entendu, très intelligent, qui a plutôt très, très bien géré ses interviews, avec la franchise, mais qui est au stade de projet et qui va pouvoir apprendre, tranquillement, derrière d'Arnold, qui a dans tous les cas, même s'il est moyen, a le niveau d'un titulaire en NFL. Donc il y a pas de raison de rusher le fait de Milroe sur le terrain. D'ailleurs, ce qui est les échos du camp d'entraînement, c'est qu'il y a même pas de compétition au poste de QB, hein. C'est même pas sur la table. Il serait QB3 là tout de suite? Ouais, ouais, je pense qu'il sera QB3, tout de suite et pour l'instant, en tout cas, il prend les snaps avec l'équipe 3, avec la réserve. Donc vraiment, je suis ce choix-là de enfin mettre un peu de ressources. On a drafté très peu de quarterbacks, hein, sous Schneider. A raison, hein, on a eu un titulaire, indiscutable pendant de très nombreuses années. Mais là, voir enfin, je sais que c'est lui, par exemple, Schneider avait beaucoup flashé sur Josh Allen, il y a quelques années et aurait aimé, l'avoir, le prendre notamment peut-être en projet, à ce moment-là. Finalement, il est parti plus haut. Hem, mais il a enfin son rêve d'un quarterback très athlétique qui peut développer, derrière un quarterback titulaire, qui sert en tout cas qui tient la baraque, le temps de faire épanouir le projet. Ouais. Hem, L'année où Josh Allen est pris, vous avez récupéré Rashad Penny. Oui, oui. Ouais, bon, il a fini sa fin de carrière chez nous est bonne, hein, mais Oui, effectivement, c'est bien d'avoir au moins une fin correcte, on va on dire. a quelques highlights à regarder et après on oubliera que ça a C'est été déjà pris, mais c'est pas le pire pick de la décennie, hein, qu'on a eu, hein. ah, bah, ce serait quoi pour toi? Attends, on a eu LJ Collier en fin de premier tour aussi. Ah ça a été, ça c'est fabuleux et Germain Ifedi aussi. Heu, ça c'est, Quand c'est des joueurs qui marquent pas, c'est le pire. ouais, C'est ouais, ouais, très dur. Moi, je sais que pour les Dolphins, c'est, comment? Celui que je déteste le plus, c'est, Noah Igbinoghene, là.
le corner là, qui est nul, 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 nul. C'est enfin bref. Mais en plus, je crois on avait tradé, comment il s'appelle? Fitzpatrick aux Steelers et Ouais. on Ah récupère oui. lui à la place et tu fais: «Putain, quelle cata, quelle cata». Enfin bref. Est-ce que tu as aussi des undrafted free agents que tu as pu voir un peu dans le camp qui te plaisent? Parce qu'on a parlé surtout des joueurs draftés, mais il y en a eu quand même pas mal des undrafted free agents là quand je regarde un peu les depth charts, on a une quinzaine, j'ai l'impression. Est-ce Et qu'il y je en a un qui te plaît? Eh bah, alors, je sais qu'on a fait plutôt, qu'on allait chercher des joueurs, en tout cas que des gens sur l'internet aiment bien. Moi Sur après les par int sur la sur toile? sur la toile, de ce que j'ai pu lire sur la toile et des experts draft, moi ce en tout cas les personnes qui nous écoutent et ceux qui me suivent sur Twitter savent que vraiment les joueurs de draft, je ne connais absolument pas avant qu'ils soient draftés et que je m'intéresse à eux en NFL. Donc, je t'avoue que je ne saurais absolument pas émettre un seul avis sur les undrafted free agents, de Moi, cette je me année. demandais, tu vois, si tu avais vu un petit receveur ou un truc dans les camps qui disait: «Ah tiens, lui, il y a un truc» ou mais si tu n'as pas l'avis, tu as pas l'avis, il y a pas de J'ai souci. pas eu trop d'écho, ouais, sur les UDFA sur la off-season. Dans la fin de la draft, c'est vrai que, moi j'ai bien aimé le choix de Tory Ouais, Horton aussi, avoir un peu un receveur rapide quand on perd DK, c'est, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez cohérent, donc ça m'a plu aussi. ouais, lui, il y a un monde où il prend beaucoup de snaps, hein. Oui, 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 oui. Parce que là, devant lui, il y a quoi? Il y a MVS réellement, parce que j'ai l'impression que enfin, il y a évidemment, Jason Smith-Njigba Ouais, Jake qui est Bobo lui qui Jake fait Bobo, ouais. Cooper Kupp sera plus dans le slot, ouais. donc c'est pas réellement pour lui. Ouais, il y a eu puis MVS, c'est pas l'assurance tout risque, tous Ouais. les ans, donc ouais, tu as Torrey Horton, il y a une chance Non, non, qu'il il a sa place pour avoir des snaps. Ce sera pas facile, hein, parce que tu as quand même 4 joueurs qui ont une expérience NFL devant lui. ouais. Mais non, non, il peut très rapidement s'implémenter et ah oui et là, ce qui joue pour lui, c'est aussi, changement de qui dit changement de quarterback dit que tout le monde repart à zéro sur l'alchimie, aussi avec, que tu Ouais. peux créer avec. Ouais, surtout Jake Bobo qui peut perdre de la place du coup à ce niveau-là, quoi. Exactement, ouais, qui était c'était assez proche de Smith et ça l'a beaucoup aidé aussi dans son développement. Et Damien Martinez, le running back, lui, il va arriver derrière Kenneth Walker et Zach Charbonnet. Tu Ouais. as un trio de running back là qui est quand même assez fort. Ouais, ouais, ouais. Je suis assez satisfait là-dessus. On a eu beaucoup de problèmes à la course, cette année. Pas de la faute des running backs, hein, plutôt de la ligne. On sait que Walker peut être un peu blessé aussi, donc aller chercher Martinez est pas une mauvaise idée. Top. Autre chose à rajouter sur la draft? Non, non, juste qu'on peut noter que, bah, enfin, comme j'ai dit, c'est 10 joueurs offensifs sur 11. J'aime bien ce que ça dit. Je pense pas que c'était prévu. Enfin, en fait, de ce qu'ils ont dit, de toute façon, c'était pas spécialement prévu à l'avance de la draft qu'ils prennent autant de joueurs offensifs. Mais, c'est assez en accord avec les besoins de l'équipe. Finalement, on a une défense, quand on parlait de bonne base cette saison, bah, finalement, quand on a perdu une grosse partie de l'attaque, ce qui reste en base, c'est cette défense, qui va progresser encore, qui s'est renforcée aussi d'une certaine manière. Hem, donc qu'on aille chercher beaucoup plus de joueurs offensifs dans un secteur un peu plus en difficulté, pour moi, on est très cohérent. Ouais, c'est ça, quand tu regardes un peu ce qui a changé, il y a de manière globale sur l'intersaison, tu as beaucoup de choses qui changent côté attaque. Les receveurs, il y en a quand même 4 nouveaux sur les 6 qui sont le plus, hauts, on va dire, dans la depth chart. Mmh. Tu changes toute ta QB room, tu as un peu tu pas mal de changements sur la ligne. Par contre, ce côté, défensif, tu as des Marcus Lawrence qui arrive et qui sera peut-être le seul titulaire des joueurs nouveaux. Après, Ouais, je sais pas si Eno Aori va prendre une place, titulaire, sûrement au bout d'un moment. Mais ouais, tu as ça et tu as Riley Mills en defensive tackle qui peut-être est en juste deuxième dans la depth mmh, chart, à son poste. Mais le reste, c'est vrai que tu as pris, juste un petit peu de complément et vraiment pas grand-chose ouais défensivement. et c'est assez agréable d'avoir pour cette saison, de pas dépendre de tes rookies C'est vrai. ou de tes signatures. Tu sais que, tu as une base solide et après tout ce qui arrive, c'est à peu près du bonus. Ouais. Ouais, pour la défense, du coup, tu as ta base qui reste bien, ouais, c'est vrai que C'est parfait et si cette draft en attaque marche bien, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as une base, d'attaque, pour un certain temps, avec des joueurs qui auront évolué dans le moule de McDonald dès leurs premières années, en tout cas qui connaîtront très bien l'équipe. Donc ça peut être une draft assez fondatrice, si on la regarde en arrière dans quelques années. bah, c'est tout ce qu'on espère pour vous. Je vous rappelle, à tous de voter dans le sondage si vous considérez que, dans le sondage sur Spotify, que l'intersaison a été bonne ou pas. Vous avez, 6 propositions, donc parfaite, très bonne, bonne,
moyenne, médiocre et pitoyable. Je pense pas qu'on va aller sur le pitoyable aujourd'hui, mais ouais, on a quand même là, quelque chose d'assez bon. Tu considères toi du coup que la free agency enfin l'intersaison de manière globale était bonne? Moi, bonne. J'imagine? Moi, je Ouais, mets le curseur à bonne. Peut-être presque très bonne sur certains angles, mais je m'arrêterai à bonne, ouais. ouais, les besoins ont été comblés selon toi quand même? Ouais, après on est les besoins sur la ligne offensive, il y en a tellement que, enfin, je suis très content de l'arrivée de Gray Zabel, mais est-ce que ça règle tout? Le problème, c'est qu'on a 2 tackles, enfin, on a un tackle, surtout Abraham Lucas, qui a eu des gros problèmes de genoux. On ne sait pas s'il va revenir forcément à un très bon niveau. Hem, Tu as récupéré un right tackle de Baltimore, ouais, on a sûrement pour, récupéré, au Joe cas où. Jones, Ouais. qui est assez, oui, qui est assez, qui va être intéressant, et c'est bien qu'on apporte un peu de rotation là-dessus. Mais je ne sais pas si la ligne en sera forcément, sera transformée. On a un nouveau centre, enfin enfin on a merde, j'arrive jamais à le prononcer, mais je vais dire juste son prénom. Oluwatimi. Ouais, Oluwatimi au milieu. Ça aussi, c'est à voir, ce que ça peut donner, sur une saison de titulaire, complète. Donc à voir. À voir comment les pièces du puzzle se mettent en place. Comme je disais, les besoins sur la ligne offensive, j'ai l'impression qu'en fait, si on voulait un jour espérer avoir une bonne ligne offensive, il faudrait qu'on drafte 10 joueurs sur sur cette ligne. Sur le reste, je trouve qu'on a comblé les besoins. Après, on a comblé des besoins qu'on s'est créés aussi, hein. Enfin, C'est vrai. forcément que c'est l'effet, on va dire que comme les trucs positifs sont arrivés à la fin de l'intersaison, j'en ai un regard bien plus positif, maintenant. Mais oui, en tout cas, je reste sur bonne. Parfait. Bah, je te propose qu'on se dirige vers le comment dire? La saison 2025 Ouais. et le planning affiché à l'écran pour ceux qui sont en format, vidéo, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Hem, alors le planning, vous commencez par les Niners, puis les Steelers, Saints, Cardinals, Bucks, Mmh. Jaguars et les Texans avant d'arriver à la bye week. Et ensuite, vous aurez, les Commanders, Cardinals, Rams, Titans, Vikings, Falcons, Colts, Rams, Panthers et Niners. Est-ce que vous avez un match, international cette année? Je Je crois je crois pas pas. non plus, mais si, Non, attends, mais pas en Europe, en tout cas. 10 AM, ouais, OK, pas en Europe. Ah, vous allez, OK. Non, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression là, je regarde un peu vite fait Non, parce les que horaires, non, j'ai j'aurais regardé les places si on avait été en Europe. c'est vrai. Ouais, C'est vrai que c'est un bon indicateur en ouais. général, si tu as un match ou pas, OK. Bon, du coup, voilà, tu as ça, tu as une bye week en semaine 8, ce qui est globalement une bonne bye week, je trouve, Oui, quand tu veux oui, aller oui, oui. en playoff, ça te casse bien la saison. Qu'est-ce que toi tu penses de ce planning? Vous croisez avec, si je regarde bien, vous croisez avec la NFC Sud et avec l'AFC Sud. Ouais. Il y a Heu, pire. ouais, je trouve en vrai, je trouve le calendrier plutôt abordable. Hem Après, c'est en fait, c'est assez marrant parce que je trouve qu'il y a des équipes où c'est, enfin, je sais pas ce que ça va donner cette saison, genre, les Steelers, les Vikings de cette année aussi. Du coup, avec toutes les équipes avec des changements au poste de quarterback, c'est vrai que c'est toujours assez difficile à analyser, et d'autant plus si on se projette un peu nous dans la saison, et essayer de faire un pronostic. En fait, avec un changement de quarterback, je trouve ça super dur. C'est Surtout vrai, avec un quarterback comme Sam Darnold qui a montré le meilleur comme le pire, c'est vraiment super compliqué. souvent le pire d'ailleurs. Oui, souvent le pire. Sur toute sa carrière, oui. Sur la Oui, saison oui, bien dernière, sûr. Ah non, pas la saison dernière, souvent le mieux quand ouais, même, souvent le mais ouais, tu as un planning qui est, je pense, depuis que moi j'ai fait les premiers bilans, je pense que c'est un des plus simples que j'ai vu. ouais, Quand tu prends en compte ta division, donc le fait que tu es obligé de jouer 2 fois les Rams, 2 fois les oui, dans Niners, tous les cas, oui. je mets pas 2 fois les Cardinals dans ce truc-là parce que pour moi 2 fois les Cardinals, c'est peut-être comment dire? Une bénédiction à ce niveau-là. Mais Je sais pas, les Cardinals de cette année, honnêtement, la NFC West de cette année, ouais, déjà l'année dernière, mais alors l'année qui arrive, je pense que c'est une des NFC West les plus homogènes qu'on ait eu c'est depuis vrai. une quinzaine d'années. C'est plus dans le sens où, c'est pas un mastodonte Non, en effet. qu'on peut s'attendre. Tu as, comment dire? Tu joues des équipes qui ont fini 2e, mais tu es pas sur les meilleurs 2e de l'histoire. Tu joues les, comment dire? Tu joues les non, les Colts, c'est pas là, par contre, tu joues les Vikings qui ont fini 2e et qui sont, que tu affrontes pour cette raison. Tu joues les Steelers qui ont fini 2e aussi pour cette raison. Mmh, Certes, tu joues les Commanders, ouais, mais globalement, vraiment, je trouve que le tout s'est assez bien embriqué pour les Seahawks. J'ai pas une idée là tout de suite, on pourra faire l'exercice et essayer de faire l'exercice du nombre de victoires. Mais quand je regarde globalement, il y a peu de matchs où tu te dis: «Ouh là, on va se prendre une rouste». ouais.
Ouais, ouais, ouais et puis ce que j'aime bien là, c'est qu'on n'a pas d'enchaînement de on n'a pas trop d'enchaînement comme l'année dernière de ah si, quoique je dis bêtises, mais où on enchaîne vraiment les matchs de division. Attends, ouais, on a les 49ers, les Cardinals après, beh, 4 semaines après. Ouais, on a un petit enchaînement Cardinals-Rams. Ouais, Heu, c'est assez correct, on va dire. ouais, non, non, le calendrier est assez homogène et ouais, il y a pas un match aujourd'hui où je me dis: «Il y a vraiment pas la place». Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un des meilleurs, hein. Il y a les Je sais que les Niners qui, je crois, est dans un des prochains épisodes, je crois que c'est dans 2 épisodes, on va Mmh, parler des Niners. Là, je crois que c'est eux qui ont le planning le plus simple officiellement quand tu mmh, regardes la force du calendrier, mais je crois que vous, c'est un des mieux aussi. Là, ouais, là, vous êtes vraiment pas mal. bah, Si je regarde là rapidement, alors évidemment, c'est toujours dur, comme tu l'as dit, de faire un bilan et un pronostic quand il y a autant de choses qui ont changé, surtout en attaque. mmh, Mais tu as quand même ta défense qui reste une force et quand mmh, tu vois certaines équipes, notamment que tu joues en début de saison, telles que les Niners qui ont beaucoup changé de choses pour donner de la place à Brock Purdy, les Steelers qui ont changé de QB, les Saints qui ont changé de QB et beaucoup de choses d'autres d'ailleurs. Les Cards, en vrai, tu as 4 matchs qui, je dis pas que tu fais 4-0, hein, mais pour moi, tu es au moins à l'équilibre sur ces 4 premiers matchs. ouais. L'ouverture face aux Niners, ça pique, ça reste un match de division, ça picote toujours un peu. C'est chez toi au moins. Ouais, mais c'est à la maison. Après, c'est à la maison, ça c'est vrai. Hem, non, sur début de le 3-1 est possible pour moi sur ce début. Le Steelers, c'est toujours un match piège. Après, si on a le Rodgers de la saison dernière, on s'en sortira. Ouais, Mais on peut, c'est tu de façon crédible, si on estime que, l'attaque est moyenne ou a elle est globalement dans les standards de la saison dernière, tu peux aller chercher le 3-1. c'est ça et ouais, en vrai, tu peux espérer le 3-1 et si on continue un peu jusque après la bye, tu as, les Bucks, les Jaguars et les Texans, pareil, hein, des équipes qui, les Bucks, pas trop de changements, j'ai envie de dire, hein, c'est Mmh, assez stable, surtout cette année. Mais les Jaguars, il y a eu du changement. Les Texans, mmh. tu as eu beaucoup de changements aussi. Oh, tu peux arriver à la bye avec un bilan confortable, hein. Ouais, 4-3, 5-2, je pense que ça peut le faire et Ouais. après, oui, tu as des matchs, comment dire? Bah, tu as peut-être des matchs plus compliqués parce que tu retournes de là-bas et tu vas chez les Commanders. Ensuite, tu as Cards, Rams, Titans notamment et Vikings. Ouais, mais Il y a des les tu matchs vois, quand même chez assez les simples. chez les Commanders, si je dois faire enfin, sur le papier, hein, je me trompe peut-être à 100, mais on parle d'une équipe qui avait pas de défense du tout, qui a un quarterback qui avait fait une saison exceptionnelle, mais qui va rentrer dans la saison la plus dure pour un quarterback, jeune, c'est-à-dire la deuxième, Mmh. la confirmation. C'est pas en fait, c'est ce qu'on disait, mais là, il y a aucune équipe où je me dis en fait, tu m'aurais mis les Vikings de Sam Darnold, j'aurais peut-être eu plus peur qu'aujourd'hui, Oui, bien dans sûr. le sens où on ne sait pas ce que ça va donner le changement de quarterback. Ouais. Donc j'ai pas l'impression on n'affronte pas une équipe comme les Eagles, comme les Chiefs, sur lequel tu dis: «Ah oui, c'est vraiment ça pue, quoi». C'est vrai. Au niveau des comment dire? Juste rapidement, au niveau des matchs un peu en prime time, si vous avez envie de regarder des matchs des Seahawks et de vous réveiller à 2 heures du matin ou que vous avez un enfant à garder dans la nuit et que vous savez pas quoi faire parce il faut essayer de rester réveillé, vous avez le 25 septembre en Thursday Night Football contre les Cardinals. Donc ça, c'est une occasion, on va dire. Vous avez un autre match, mais là, c'est un Sunday Night Football contre les Commanders. Ouais. Et après, j'en avais vu un autre qui était un Thursday Night Football, encore une fois en division, contre les Rams. On joue encore 2 Thursday Night Football cette année, là? J'ai l'impression. En tout Oh, cas, c'est l'enfer. quand je regarde le calendrier, c'est ce qui a l'air d'être indiqué, ouais. On a déjà fait ça la saison dernière. On est d'accord que pas toutes les équipes le font, là, aujourd'hui? Bah, j'ai envie de te dire que les Titans n'ont pas un match en prime time, donc toutes les équipes ne le font pas, non. Là, ils ont pas de Thursday Night? Les Titans, ils ont rien, Ils ont rien. ils ont rien. C'est GG nous a fait un petit pleur là-dessus parce que Ouais, après c'est en étouffant, tant que quoi. fan européen, Ouais. moi je préfère, j'aime beaucoup les matchs en prime time, hein, c'est toujours des très bons souvenirs, notamment c'est une ambiance particulière même sur les réseaux sociaux, je trouve, entre Européens en tout cas. Après, c'est très confortable de jouer à 19h. Ce qui est bien, c'est, en fait, je trouve des matchs après en prime time, c'est que tu te réveilles le lendemain et tu te mates le match ou le Ouais, résumé parce qu'il y en a qu'un seul et ça, c'est cool. Ça, je trouve ça oui, bien. Le dimanche, moins, mais tu sais, celui du lundi ou du jeudi, moi, je trouve il a une petite saveur particulière. ouais, oui, Tu oui, oui. moyen tu sais, tu l'attends ou alors tu fais: «Bon, après ça, il y a pas de match pendant 3 jours»,
et ça peut être sympa. Ouais, Si je regarde un peu là, du coup, rapidement sur ce calendrier, moi je verrais bien refaire 17, parce qu'il y a forcément des matchs que vous allez lâcher à un moment. ouais, Mais c'est le genre de calendrier où si tu fais un peu la même chose que les Vikings l'année dernière, et ce serait marrant parce que vous avez le même QB au final, ouais, mais si tu fais un 14-3 comme les Vikings l'an dernier et que tu fais, 1er de div, parce que je pense que 14, tu as pas 2 équipes en NFC West qui feraient 14. Donc techniquement, tu as moyen de faire un truc assez bien, et par contre si ça prend pas, j'ai l'impression que le plancher est assez haut aussi, et ouais, tu vois, un plancher à 8 si vraiment tout part en cacahuète, ouais. et un plafond à 14, et du coup, je dirais peut-être plus dans les 10-11, on va dire. Non, moi, ton 10-11, il me paraît cohérent. Hem, je réfléchissais. Ce que je disais, on n'a pas de mastodonte, mais est-ce qu'on affronte des équipes vraiment très mauvaises où on est sûr que c'est une victoire? Les Après, Jaguars, les ouais, Titans, ouais. Après la NFL, c'est toujours compliqué les Saints. ouais. En vrai, ouais, c'est les 2. En vrai, tu vois, ça, c'est pour ça que je disais que le croisement des divisions était bon, parce Mmh. que tu as quand même 3 équipes dans les 2 divisions que tu affrontes qui ont l'air assez en dessous. Ouais, ouais, tu les Panthers, tu sais pas ce que ça peut donner non plus. Mais voilà, Heu, tu sais pas. Je trouve que tu as beaucoup potentiellement d'équipes où tu sais potentiellement pas, ouais. éliminé en week 17, donc C'est vrai. Tu as les Panthers, tu as les Colts où tu sais pas, tu as les Falcons où tu sais jamais, mmh. les Cards où globalement c'est mieux, mais tu sais pas non plus. Ouais, du coup 10 ou 11. Ouais, 10 ou 11, ouais. Attends, je refais un calcul rapide, si j'enlève, 1, 2. Pendant que Clément fait son calcul, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel serait votre bilan selon vous pour les Seahawks. C'est vrai que quand on regarde le planning, on n'a pas envie de se mouiller trop. Quand j'en ai fait des plannings un peu plus simples où tu voyais les Bills, les Ravens, tu disais bon, ok, ça c'est une défaite, ça c'est une défaite. Là, tu l'as pas. Tu n'as pas Ouais. ce Bills ou ce Ravens ou même ce Chiefs que tu te dis bon, ok, vas-y, ça je retire, ça fait une victoire en moins. Du coup, ouais, Non, 10, ça me paraît bien, ouais, en considérant, je pense qu'on sera et j'espère enfin, on risque d'être à l'équilibre sur les affrontements de division, avec 3 victoires, 3 défaites, ça me surprendrait pas. Hem, non, ouais, le 17 comme l'année dernière me paraît assez cohérent, en espérant 11 qui t'assure quand même beaucoup plus une place en play-off. Mais aujourd'hui, ouais, en l'état de ce qu'on sait, en fait, et parce que là, le niveau toujours de l'incertitude, hein, on est d'accord, hein, mmh, dans le sport, hein, c'est le but. Mais avec les trucs d'incertitude, de notamment changement de QB de notre côté, je pense que le 17, c'est un choix judicieux. très bien. Eh ben, on va rester du coup sur ce 17 et on espère que vous faites la même chose, mais que cette fois-ci avec des playoffs. Ouais, Ce serait quand même agréable. il y Si a tu besoin. vois des playoffs, est-ce que tu crois quelque chose? Est-ce que tu crois à un petit run, un micro run ou quelque chose de ton équipe cette année? Non, pas trop. En fait, je suis un peu dans le même esprit que l'année dernière, sur le changement de coach et tout ça. Là, changement de QB, je crois pas non plus qu'il y ait une fenêtre particulière, tout de suite. Donc, si on va en playoff, pourquoi pas gagner un wildcard? Hem, mais aller chercher une finale de conférence, ce serait une très bonne surprise. Mais ce serait une surprise Ce serait une aujourd'hui. surprise. Après les échos, pour l'instant, les échos du mini-camp sont très bons. Ça, on n'en a pas trop parlé pendant l'épisode. Ce qui est assez notable, c'est que 100 des joueurs étaient présents au mini-camp, même les vétérans et tout C'est bien, ça. ouais. Et ce qui est assez exceptionnel, en NFL actuelle, donc qui est un peu la preuve qu'il se passe quelque chose à Seattle, et que le coaching prend vraiment ses marques et que les joueurs adhèrent au projet. Et les échos de la défense sont particulièrement bons, sur ce début de mini-camp. Bien sûr, les pads ne sont pas encore de sortie et il y aura malheureusement à la sortie des pads, le début de la pire chose en NFL qui est la liste des blessures. Ouais. Mais en l'état, je suis confiant pour aller en playoff et pourquoi pas aller chercher, 1 ou 2 victoires. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter du côté des Seahawks, et bah, je te remercie Clément pour cet épisode avec nous. Bah, merci beaucoup Alex, toujours très agréable. Ça fait plaisir. On espère te recroiser dans la saison. Ce serait encore une fois avec plaisir. On peut te suivre, @SeahawksFrance Ouais, sur Twitter, et ouais, n'hésitez pas, si vous avez envie de suivre l'actualité des Seahawks, de suivre, Seahawks France sur Twitter, et n'hésitez pas à nous suivre partout avec le front office et discuter avec nous. Vous pouvez rejoindre le Discord, ça nous fera plaisir de répondre un peu à vos questions ou à vos
différents retours sur cet épisode. Il y a un petit canal spécial pour les Seahawks, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et on se retrouvera demain pour parler des Saints avec comment dire, le French Quarter podcast, donc nos amis de Saints France qui seront avec nous et Anto. Ça va être un déguisement Mardi Gras à tout casser, connaissant Anto qui aime ses petits masques vénitiens. J'imagine quelque chose qui sera mis en place. On verra, mais n'hésitez pas à venir voir cet épisode demain. Et en attendant, Clément, encore une fois, merci. Et plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée ou bonne soirée. Et vive le football.